Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de Qu'en pensez-vous? Une émission où nous faisons le commentaire et l'analyse sur l'actualité tant sur la scène locale, régionale, nationale et internationale lorsque nous avons le temps avec notre ami Jean-René Boutin, Oui. dire Blouin. Jean-René, alors bonjour. Bonjour, Jules. Hey, Jean-René. Oui. C'est que tu penses de ça, toi, d'un printemps qui dure une journée? C'était une fausse alerte. On y goûte encore cette semaine au niveau de Oui. la température. D'ailleurs, les Amérindiens ont une saison, une 5e saison qui s'intercale, qui est le pré-printemps. Donc, on devrait peut-être en apprendre un peu oui, de cette culture-là. c'est quoi ce pré-printemps? Bien, le pré-printemps, c'est ce qui vient avant le printemps, doit-on comprendre. Mais c'est intéressant de voir qu'eux, plus proches de la nature, avaient justement une désignation pour ce phénomène météorologique-là qui s'observe dans notre milieu, qui a vraiment un moment où on croit que c'est le printemps, mais finalement, bon, on ressort l'appel et... Donc, il l'appelait le pré-printemps. Oui, voilà. Et voilà. C'est une traduction libre, c'est pas exactement... Oui, c'est correct, c'est correct. Mais on vient donc d'apprendre qu'effectivement, il y a des gens qui sont toujours... On est toujours sensible à la météo, qu'on le veuille ou non. C'est un des sujets les plus discutés. Et tout le monde en parle. Exactement, exactement. Alors voilà, on commence avec cette semaine une nouvelle sur l'actualité locale. Et enfin, les résidents du secteur de Vauvert ont reçu la nouvelle à l'effet que la ville de Dolbeau-Mistassini ira de l'avant avec la réfection de la fameuse route de Vauvert. Une réflexion qui va consister sur de refaire la route, mais vraiment dans un état qui va permettre le transport lourd, pas injuste du transport de véhicules comme on a ou de plaisance des automobiles, mais vraiment permettre ça, donc de refaire toute la structure de la route. À ce moment-là, c'est un projet évalué à plus de 12 millions de dollars et le ministère des Transports aurait décidé donc d'accorder et d'aller de l'avant avec la fameuse subvention de 75 % de ce montant-là. Yaville a aussi accepté cette semaine de faire en sorte que la route, des travaux, pardon, pas d'arpentage, mais de déterminer la propriété sur certaines bordures de route là, pour qu'on soit tout bien légal pour le faire. Toi, ça te dit quoi? Ça te dit quoi maintenant qu'on a cette décision et les propriétaires, naturellement, du secteur de Vauvert ont été avisés par la municipalité qu'on irait de l'avant? Il ne s'est pas donné de date, par ailleurs. OK. Il doit y avoir un certain soulagement, mais on n'a pas encore de date. Non. Donc, les choses sont encore possiblement problématiques lorsque ça va fondre, jusqu'à temps qu'on réussisse à faire les travaux. Même là, il n'y a même plus de neige, donc... Fort probablement que les travaux n'iront peut-être pas avant l'automne. C'est tout un revampage qu'on veut faire, toutefois. Oui. Il faut vraiment enlever ce qui existe déjà, puisque la couche supérieure seulement, ça ne serait pas suffisant, j'ai entendu dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en profondeur comme oui, mais toi, ça te dit quoi, enfin, la Ville fait un bon mouvement ou on aurait pu attendre encore? On sait que le ministère va financer 75 %. Bon. On maintient tout de même la demande que le ministère prenne en charge complètement. Est-ce qu'on nous a dit, oui. Ce qu'on avait dit il n'y a pas de précédemment, c'est décision. une forme de perte de contrôle sur une infrastructure routière. Rendu là, on n'a pas le nez dans les comptes de la municipalité, mais il me semble que c'est quand même une perte de contrôle d'un tronçon. Rendu là, on va voir ce que le ministère va répondre. La demande est maintenue. Donc, c'était de faire les travaux. Il y avait une urgence, une nécessité. Nécessité pour les citoyens. Le reste, c'est plus des détails de l'ordre du contrôle par qui, comment, mais bon, pour les citoyens, c'est important que ça soit sécuritaire. C'est le principal, après tout. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les citoyens de ce secteur et les citoyens aussi de l'ensemble de toute la municipalité, parce que il ne faut pas oublier que c'est aussi une route collectrice dans le sens où on rejoint Péribonka aussi par cette route-là, d'où le pourquoi du comment qu'on avait demandé au ministère d'essayer de voir si on ne pourrait pas la prendre en charge. C'est pas comme s'il y avait
beaucoup de choix aussi pour se rendre à ces endroits-là. Je dirais, oui, on a parlé de la route de Vauvert, mais il y a un autre phénomène. Il y a quand même dans le phénomène, dans le secteur de Sainte-Marguerite-Marie, il y a un rang, entre autres, où on a, à chaque printemps, c'est inondé. À chaque printemps, on n'est pas capable de passer dans la route. Même de ça, la municipalité ferme habituellement l'avis a été émis récemment. J'ai vu passer ça sur la qu'on page a vu Facebook. passer donc des routes fermées. Par contre, quand tu fermes une route et puis que tu as quand même des citoyens qui y vivent, OK, c'est le cas, je ne sais pas, mais ça ne représente peut-être pas nécessairement non plus là, la solution. Et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se faire. Au moins, il pourrait y avoir une étude pour pouvoir déterminer quels pourraient être les travaux. La situation existe aussi dans la rue La Verdure depuis exact. plusieurs années. Souvent, au printemps, il y a une section plus basse où la rivière vient envahir finalement les terres à cet endroit-là. Il faut traverser pratiquement de l'eau pour ça, en une étendue d'eau. Alors, si on comprend bien, si effectivement à Vauvert, on semble qu'on va résoudre le problème au cours des prochaines années et non pas au cours des prochaines semaines, il reste encore beaucoup de secteurs dans la municipalité. Probablement davantage du ressort de la municipalité. Oui, c'est ça, où on se devra effectivement de voir à des corrections là aussi. Écoute, Jean-René, dans le monde de l'éducation, monde que tu connais bien, le premier ministre, M. Philippe Couillard, a annoncé cette semaine, on sait qu'il y avait été question à l'école de pilotage du cégep de Chicoutimi qu'en Abitibi, on voulait aussi obtenir cette séance de formation donc en pilotage, parce qu'on sait que c'est une exclusivité qui est donnée à certains cégeps en région pour permettre justement le développement. Ça te dit quoi que, enfin, on confirme que Chicoutimi ne perdra pas dans un premier temps? Et est-ce que toi, cette politique des exclusivités ou des techniques exclusives, est-ce que tu penses que c'est effectivement une solution pour assurer tant le développement que le maintien des cégeps en région? D'abord, je vais m'inscrire comme comptant, puisque, bon, c'est dans la région. Ça aurait pu être dans un autre établissement de la région, ça aurait pu être en Abitibi. On sait qu'on a, par exemple, très près de chez nous, au cégep de Saint-Félicien, le programme de milieu naturel. Oui. Donc, qui est aussi une exclusivité. Oui, qui est aussi une exclusivité. Et ça a ça de bon que ça amène des gens de l'extérieur qui seraient probablement pas venus ici, sont amenés dans la région et y vivent. Donc, ça a fait un apport économique du temps que ces étudiants-là y sont. Une chance de rétention, peut-on penser? Et si le transport aérien se développe dans la région, on en a parlé dans un précédent épisode, et qu'on a en plus l'exclusivité sur le programme de pilotage, bon, ça risque d'être un cercle vertueux. Enfin, je le souhaite. C'est dommage pour ceux qui ne pourront pas l'avoir, mais le fait de concentrer à un certain endroit, ça peut donner un bon coup de pouce à une région où, justement, on vient d'investir dans le transport aérien. On souhaite en faire davantage. Et bon, c'est ma petite vision des choses pour ça. C'est donc à dire que, puis dans le cadre des développements des cégeps, est-ce que tu penses qu'on se doit aussi de maintenir ces formes d'exclusivité-là ou peut-être permettre à des cégeps qui ont peut-être je sais pas moi, technique de milieu naturel, peut-être qu'à Bécomo, le cégep de Bécomo pourrait peut-être être intéressé à dire, nous aussi, on a quand même du monde. Ça aurait du sens. Parce qu'un établissement d'enseignement supérieur a une vocation aussi d'accroître le milieu, d'avoir un impact positif, d'avoir un rayonnement sur le milieu où il est installé. Okay. Et dans ce sens-là, c'est sûr que si on pense à Bécomo, à des endroits qui sont des régions qui sont loin des grands centres, encore plus que la nôtre, si on va sur l'axe sud-nord, ils sont encore plus éloignés, il est certain que d'avoir à proximité une capacité d'être formé dans des domaines comme ceux de l'aviation, par exemple, c'est certain que ça peut avoir un impact positif pour eux. Là, à ce moment-là, l'exclusivité empêche ces gens-là de profiter de ça. Mais bon, encore une fois, je suis bien content que ça soit dans la région, qu'on ait cette concentration du service de formation en pilotage. Au niveau du pilotage. Et je dois dire qu'effectivement, dans le cadre pour le développement et le maintien des services de cégep en région,
ça représente effectivement le fait d'avoir des activités ATM à Chicoutimi, à Jonquière, pardon, comme on disait, l'école de pilotage de Chicoutimi et ici à Saint-Félicien en technique de milieu naturel. Ça donne un attrait à un cégep de région qui autrement n'a pas une clientèle énorme et ça donne un bon coup de pouce. C'est ça. Un va avoir telle spécialité, l'autre va en avoir un autre et c'est pas un seul qui est favorisé. Il y a toujours une chance de certains cégeps d'avoir une exclusivité. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a dans tous les cégeps qui sont en région? OK? Nous, ici, on sait qu'on en a 4 dans la région, mais dans l'autre région, est-ce que tous les cégeps ont une exclusivité à ta connaissance? Celui d'Alma est très fort en oui, musique. Et en musique. Parce que la musique est en fait ailleurs. Et en policier aussi. Oui, technique policière. Mais ce n'est pas une exclusivité technique policière pareil. Chicoutimi, on vient d'en parler. Jonquière ATM, oui. naturel. Mais dans d'autres cégeps en région, est-ce que tu sais si ces exclusivités-là sont pour les autres régions du Québec, je suis moins au courant, j'avoue. OK. Alors, peut-être que s'il y en a, c'est sûr qu'un cégep en région qui n'a pas d'exclusivité, son avenir est peut-être aussi, en compte tenu de la baisse démographique que l'on a connue, que l'on connaît, qu'on le veuille ou non, au Québec et même aussi au Canada, parce que, mais plus particulièrement au Québec. On sait que c'est la problématique de maintenir, dans un cégep, une clientèle de base pour être capable de le faire vivre. Écoute, ça nous amène à regarder une collaboration entre deux cégeps, qui est celle de la technique des transformations des produits forestiers. On sait qu'au cégep de Saint-Félicien, on a cette technologie-là, et au cégep de Bécomo aussi, on a mis de l'avant une telle technique. Et on sait que depuis 2009, elle existe depuis avant cela, la technique de transformation des produits forestiers. Mais depuis 2009, le cégep ici à Saint-Félicien n'a jamais été capable de partir une cohorte parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions. OK? Or, depuis cette transformation-là, au niveau des produits forestiers, on sait que la demande est grande, mais on n'avait pas pu donc le remettre de l'avant, sauf pour de petits groupes. On sait que je pense que c'est une quinzaine, entre 12 et 15 étudiants que ça prend pour partir une cohorte dans une discipline technologique. Et au cégep, je sais qu'il y a eu des années où on a eu 4 étudiants qui s'inscrivaient. C'était plus donné au niveau de l'éducation aux adultes à ce moment-là, et non pas juste pour la technologie pour faire une formation continue de 3 ans. Mais on a pu réussir donc à sauvegarder cette discipline-là. Et pour la première fois, donc, depuis 2009, le cégep devrait être en mesure, dès septembre prochain, de remettre de l'avant donc une cohorte. On a suffisamment d'inscriptions à ce moment-ci qui a été fait. Toi, ça te dit quoi, justement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'avoir ce genre de problématique-là? Et est-ce une bonne nouvelle? Certainement que c'est une bonne nouvelle. Certainement que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'avant, on n'était pas capable de commencer une nouvelle cohorte? C'est assez incroyable. Dans une région ressources comme la nôtre. Je me souviens de t'entendre dire, je ne sais pas si c'est dans le contexte de Qu'en pensez-vous ou ailleurs, qu'il y a eu une génération qui n'a pas été encouragée à adopter de tels métiers, n'a pas été dirigée par leurs parents vers ça. Il y a peut-être effectivement une différence de perception. Et là, je pense à l'expression « il n'y a pas de saut-métier ». Et là, on voit que peut-être qu'il y a un retour de cette pensée-là, un retour un peu vers ces métiers-là qui sont en abondance, et visiblement qui pourraient être en abondance parce qu'on n'a pas une abondance de travailleurs, on a une abondance de besoins, on est en pénurie de main-d'œuvre. Et ces choses-là, bon, dans la région, on a énormément d'industries qui sont installées et il y a des demandes d'emploi à profusion. On a vraiment besoin de gens. Donc, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. La question aussi que l'on a à se regarder, puis j'aimerais ça qu'on fasse un peu de chemin avec ce que tu amènes là sur la question là,
de ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. On sait que, bon, dans le domaine forestier, on a quand même eu, tu sais, au début des années, les années 10, là, fin des années, de la première décennie et au début des années 2010, on a connu ce qu'on a appelé une grave crise forestière, OK? Et cette grave crise forestière n'était pas très incitatrice non plus à faire en sorte qu'on dit on aura besoin de main-d'œuvre. Le milieu de l'enseignement, par exemple, est en crise présentement et on voit les répercussions donc, des dernières années sur les cohortes avec des niveaux très, très bas peu d'étudiants sont en enseignement à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est long à dire qu'on retrouve là-dedans aussi des éléments qui font en sorte qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. On peut se regarder les médias d'ailleurs en tant que propagateur de certains points de vue, certaines nouvelles. Donc il y a peut-être quelque chose là-dedans, donc les jeunes ne sont pas insensibles. On dit que les jeunes s'informent mal, s'informent peu, mais la nouvelle arrive. Et quand il y a des crises d'ampleur comme ça, tous les gens se disent, bon, tout d'un coup, ça, c'est plus une bonne idée. Bon, il ne faut pas aller par là. Et là, on voit diminuer les taux. Il y a peut-être un changement de garde, par contre, là. Une génération que tu nous semblais nous décrire comme étant une qui n'a pas transmis la noblesse des métiers de la forêt, peut-être qu'il y a un changement de garde, peut-être que les jeunes sont maintenant, ne voient pas de contradiction à aller étudier dans ce domaine-là, à aller faire une recherche, aller dans l'éducation pour faire ces métiers-là, parce que traditionnellement, c'était des métiers... C'est ça, exactement, sur le tas, assez littéralement. Oui, c'est ça. Oui, il y a un élément. Mais il y a moyen, il n'y a pas une incohérence à considérer que ce métier-là est associé à des études supérieures. Exact. Mais là, peut-être qu'il y a un changement de garde et donc la mentalité d'une nouvelle garde est peut-être différente. Oui, c'est à y regarder. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le Cégep de Saint-Félicien de pouvoir être en mesure de s'inscrire donc dans ce cadre-là de la transformation des produits forestiers depuis 2009. Ça fait un moment. On n'avait pas été... Ah oui, 9 ans, ça fait 9 ans. Cohorte, et quand ils l'ont arrêté, ils l'ont commencé en 2000, il me semble que c'est 2007 où on avait annoncé la mise sur place, la mise sur pied, pardon, de ces cohortes de techniciens que l'on veut former, donc en produits forestiers. Et depuis 2009, donc, on n'avait pas été capable de le faire. On n'avait pas suffisamment d'inscriptions. Et ça m'amène encore à te parler. Oui, je le sais qu'on est tannant, mais depuis le mois de janvier, là, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, tant dans la région que partout au Québec. Mais il faut en parler. Et oui, puis on a fait connaître, il y a 2 semaines maintenant, la stratégie de main-d'œuvre. Je sais qu'on a déjà parlé de cet élément-là. La stratégie de main-d'œuvre au niveau du comté de Roberval, où on veut inviter et inciter effectivement la venue non seulement de jeunes pour qu'ils viennent s'installer ici et prendre des emplois qui sont en place, mais aussi d'amener peut-être un meilleur accueil aussi à l'immigration. Et ça m'amène, est-ce que pour toi, puis je voudrais juste qu'on regarde un peu sur la question de l'immigration. Est-ce que la question de l'immigration est la solution à favoriser pour pouvoir être en mesure de régler, entre autres ici en région, nos problèmes de pénurie de main-d'œuvre? Bien, encore une fois, oui. Et quand on dit immigration, c'est immigration inter-québécois, on va dire, et immigration internationale. Mais c'est surtout de séduire les gens qui sont les plus proches, les plus probables aussi. Je pense qu'à notre échelle, c'est possible aussi. Il y a du chemin à faire, je pense. On vient de parler que le Cégep de Chicoutimi a une première cohorte. On n'est pas dans la MRC, mais on peut tabler sur les forces qu'on a déjà. On peut tabler sur certaines exclusivités. Je pense que c'est important de vendre nos forces. Il y a toutes sortes de solutions, mais il est certain que si on veut attirer des gens, on n'est pas un programme de naissance. C'est une stratégie de main-d'œuvre qui cherche à attirer les travailleurs. Et où est-ce qu'on va les prendre? On ne les inventera pas. C'est sûr qu'à ce moment-là, immigration, qui est un mot qui est parfois mal perçu, mais on parle là, de déplacement d'une personne, qu'elle vienne du Cameroun ou de l'Abitibi ou de Montréal. Hein, pourquoi pas? Ils sont nombreux à Montréal. Et ça leur ferait pas trop de mal si certains décidaient de venir s'installer ici. Pourquoi pas? Est-ce que ces mouvements-là,
C'est parce que moi, ça me fait réfléchir à, tu sais, dans les années 30, comme 1930, comme dirait mon ami M. Turcotte, ouais, il me semblait que c'était 1800 que tu voulais dire, mais on va dire 1930. On sait qu'on a eu tout le peuplement, entre autres, de l'Abitibi, entre autres, c'est fait avec ce qu'on appelait les octrois à la colonisation, où on a permis justement de et faire... le développement de la troisième couronne du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. La troisième couronne du lac plutôt que le Saguenay. La couronne du lac. Et ça avait les été derniers fait. villages les plus loin, on parle de ces années-là aussi. Oui, donc, une espèce de regain de la mentalité de colonisation un peu subventionnée, un peu poussée par les fonds publics. On n'en est plus à cela, mais moi, ça me fait penser à ces mouvements-là. Est-ce qu'on en est rendu, si on parle de pénurie de main-d'œuvre, on en est rendu à prendre des moyens aussi grands, à ton avis? Pas les mêmes solutions. Je ne croirais pas que ça soit la solution d'ouvrir un nouveau village, par exemple. Parce qu'on est surtout, on essaie de consolider. On essaie de consolider ce qu'on a. Je ne souhaite pas la fermeture de rien, par exemple, mais consolider ce qui existe déjà, c'est ce qui me semble être la mission nécessaire de la stratégie de main-d'œuvre et des autres acteurs en place dans le dossier. OK. Donc, c'est donc à dire que cette fameuse stratégie de main-d'œuvre qui devra être mise en application, qui est mise en application dans un certain sens depuis qu'elle a été adoptée, elle devrait être en mesure de nous aider on le souhaite, on veut travailler fort pour ça. C'est important d'être capable de maintenir un établissement humain intéressant, viable en région. On a eu ce mouvement-là au Québec, qui, comme on dit, la dernière vague s'est produite dans la décennie 1930, s'est étiré même un petit peu. Et là, on a ce territoire-là qui est développé, qui a eu des moments difficiles, qui a eu de l'appauvrissement de ressources, de services. Et là, ce qu'on souhaite, c'est faire marche arrière, mais pas en termes de territoire, c'est en termes de remettre de l'avant la qualité de vie dans nos milieux. On a eu une grande croissance, mais là, on constate une difficulté. Je ne dirais pas une décroissance, parce qu'on n'a pas perdu tant et tant de choses. Oui, il y en a, puis oui, il faut continuer de vouloir les maintenir. Mais là, ce qui est important, c'est d'essayer de repartir le train pour maintenir une qualité de vie. OK. Écoute, on est on a passé pas mal sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. Il nous est à espérer que l'on saura mettre de l'avant des actions assez rapidement pour nous aider à se maintenir. Si on ne veut pas perdre, parce que la problématique, c'est vraiment aussi la perte de pans entier de notre économie si on n'est pas capable d'avoir du monde pour pouvoir opérer dans ces entreprises. Ça ferait mal. L'Ordre du Bleuet à Dolbeau-Mistassini, le 2 juin, donc on va avoir le gala de l'Ordre du Bleuet l'Ordre des Bleuets, à Dolbeau-Mistassini. Ça te dit quoi, toi, l'Ordre des Bleuets? L'Ordre des Bleuets, n'est-ce pas un ordre axé sur les arts? Oui. C'est-à-dire que quand on a mis ça de l'avant, on va être au 9e gala cette année à Dolbeau-Mistassini. Et lorsqu'on a mis ça de l'avant, cet ordre des Bleuets, c'était justement pour faire reconnaître des gens qui œuvrent dans le domaine de la culture et des arts et qui ont fait leur marque, qui sont issus de la région, qui sont nés dans la région, qui ont fait leur marque au national, à l'international, en région, mais qui ont fait leur marque plus particulièrement. Et cette année, donc, il va y avoir 10 personnalités qui vont être soulignées, dont on va souligner le travail, dont 3 dans notre milieu à nous, de la MRC de Maria-Chapdelaine, soit Mme Colette Boilat, Mme Marie-Nicole Lemieux, que l'on dit ici, qu'on a connue et que l'on connaît sous le nom de Suzy Lemieux, et aussi de Dédé Fortin, donc André Dédé Fortin à titre posthume. Donc, pour nous, c'est une bonne façon de faire une reconnaissance à ces gens dans un premier temps, et ça nous représente aussi, non? Oui, tout à fait. C'est bien de voir que ça existe, ces choses-là, et ça fait partie justement de la qualité qu'on a réussi à avoir comme milieu. On n'existait pas il y a
on va reculer de quelques siècles, on n'existait pratiquement pas. Et là, maintenant, on a justement un ordre des arts et de la culture, on a toutes sortes de belles choses. Et c'est un tremplin possible pour ces gens-là, pour être connus ailleurs, pour faire autre chose. Et en même temps, c'est important de souligner les réalisations de ces gens-là. Oui. C'est important de construire une culture, d'avoir des institutions pour permettre que la culture et les arts soient vivants et soient mémorables. On a une capacité de transmettre et de parler de ça. Est-ce que tu connais ou tu as connu, entre autres, Mme Boileau? Pas de proche, non. Okay. J'en ai entendu parler beaucoup. Ma sœur est en interprétation classique. Présentement, elle étudie en interprétation classique. Donc, j'ai eu contact avec le milieu, mais je ne la connais pas personnellement. OK. Donc, l'École des arts, toi, d'Olbeau-Mistassini, ça te dit-tu quelque chose? Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Il me semble être trop jeune pour Je sais que connaître. dans les années 70, effectivement, c'est Mme Colette Boileau qui avait mis en place ce qu'on appelle l'École des arts, qui avait été partie de ce qu'on appelle l'École Provencher, qui est maintenant la salle des Chevaliers de Colomb. OK? Dans cette école-là, j'ai déjà entendu ce terme. On avait parti, effectivement, l'École des arts, Mme Boileau avait parti. Et beaucoup, que ce soit en danse, en chant, en musique, parce qu'entre autres, Mme Boileau était... Et donc, on avait utilisé l'ensemble de ces locaux-là pour partir, justement, le développement de l'école, le développement artistique dans le milieu. Ça allait même de la poterie, là, tu comprends? Vraiment, tous les arts étaient quasiment tous représentés au même endroit. Puisqu'on parle de ça, moi qui étais trop jeune pour connaître, qui n'en a peut-être pas entendu parler, grâce au fait qu'on souligne le travail de cette personne-là, j'apprends ceci. Exactement ce que je disais. Là, moi, c'est ça que... Voilà que je suis devenu un exemple de ce que je disais. C'est parfait comme ça. Alors, oui, effectivement, ça nous permet de voir que je ne veux pas relater, naturellement, elle va être relatée lors de ce gala-là. Et ne pas oublier que Mme Colette Boileau, et en passant, c'est une première catégorie de l'Ordre des Bleuets, le fait de souligner le travail de quelqu'un qui a œuvré à l'administration de la chose culturelle dans le milieu. Ça va être la première fois où ça va se faire. Ces gens-là ne doivent pas être dans l'ombre. C'est grâce à eux que beaucoup de choses existent. Fort probablement que oui. Hein? Et bon, Marie-Nicole, on la connaît tous. Je pense que c'est effectivement une très bonne ambassadrice. C'est une grande. Oui, de Olbeau-Mistassini, mais aussi de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ceci à l'échelle internationale cette fois-là. Tout à fait. Je pense qu'on ne pouvait pas non plus... De mémoire, je dirais que Mario Pelchat l'a déjà eu, l'Ordre du Bleuet. Mais là, je m'avance. Mais il me semble qu'il y a quelques années, effectivement, Mario avait été une de ces personnes. C'est drôle de penser qu'on n'a pas plus souvent d'activités en lien avec l'opéra, puisqu'on a ici de grands artistes qui viennent d'ici, de grands artistes de la chanson classique. Oui. C'est quand même intéressant de voir que le milieu n'a pas nécessairement soutenu ces gens-là, cette popularité-là. Tout d'un coup, des gens d'ici s'illustrent à l'international. Et nous, on arrive ici, on pose la question à quelqu'un pris sur la rue, et je ne suis pas certain qu'il aurait la réponse à une question sur ces gens-là. Je ne sais pas. Marie-Nicole, elle est quand même bien connue, je pense, de l'ensemble de la population. Et dans le cadre d'une entrevue que je réalisais avec elle, je l'avais amenée à parler non pas de chant classique à Olbeau-Mistassini, mais de chant choral. Oui, parce que c'est là ses débuts. Mistassini et Sœur Clairette. Oui. Et elle disait... C'est dans le cadre de ce type de reconnaissance-là, à titre posthume, on en a une qui pourrait être très bien reconnue aussi, c'est Sœur Clairette, avec la fameuse chorale des petits copains, des copains, qui a permis à plusieurs personnalités qui ont dans le domaine artistique actuellement de pouvoir, entre autres, percer, mais surtout de... Jusque dans ses funérailles, Sœur Clairette aura fait une place énorme au chant. Exactement. J'y étais, ainsi que ma sœur qui y a participé. Oui, c'est ça.
Alors voilà, c'est bel et bien donc à l'Ordre des Bleuets que l'on va en connaître. Et les autres personnalités, naturellement, de toute la région, il y en a 7 autres qui vont être reconnues aussi à ce moment-là. Ça m'amène à te parler du Parvis des Bleuets. Ça te dit quoi? C'est plus proche de nous, c'est ici à Debout-Mistassini, et il y aura de belles commémorations de certaines personnalités qui s'en viennent. Donc, les noms ne sont pas encore révélés? Non, il n'a pas révélé, on ne nous a pas encore révélé. Est-ce que tu as travaillé soit sur les comités qui ont pas travaillé directement, à faire ça? Mais j'ai eu vent de tout ce qui se préparait. Donc, je ne veux pas trop m'avancer non plus. Peut-être que je connais certains détails qui sont méconnus. D'une façon ou d'une autre, au niveau, ça s'inscrit dans le cadre du suivi au 125e, au fait du 125e, ça a été annoncé. De l'arrivée des trappistes dans le milieu. Et on va faire connaître en avant de l'hôtel de ville. Donc, on va mettre ce qu'on appelle un parvis, comme ça s'est passé à Hollywood, semble-t-il. Donc, les personnalités, je pense que c'est des bustes de ces personnalités-là qui vont être mis en avant de l'hôtel de ville. On va faire un réaménagement là, de tout cela. Et le maire nous disait que ce que l'on veut faire, plus particulièrement, c'est vraiment de reconnaître, non pas juste des gens dans le monde artistique, mais aussi de personnalités, tant au niveau économique, politique, qui ont marqué le milieu d'Olmissois et qui ont tout un hommage à leur rendre en les mettant sur ce parvis de l'hôtel de ville. Pour toi qui est historien, qui travaille dans ce milieu-là, c'est quoi l'importance d'une telle reconnaissance ou d'une telle activité, d'une telle façon de faire la reconnaissance? L'importance est grande parce qu'il s'agit de contribuer assez littéralement aux matériaux de l'histoire, de laisser des traces, de mettre en place des choses qui vont pouvoir être vues par d'autres générations et qui pourront même, sans être explicitées, sans être expliquées, déjà communiquer quelque chose à quelqu'un qui ne serait que de passage ou un jeune qui n'aurait pas encore appris sur cette histoire-là. OK. Donc, c'est une façon, non pas juste de se souvenir, mais comme tu disais tout à l'heure, quand je te posais la question en ce qui regarde Mme Boilard, je ne sais même pas si elle va être sur le parvis, là. Mais là, ça permet aux générations, et même à nous qui sommes dans les mêmes générations, de se souvenir de phénomènes comme on a déjà eu à Dolbeau une école des arts. Oui. Tu sais, c'est un peu... Et c'est normal, c'est dans la nature de l'être humain de vouloir laisser des traces, je crois. Okay. En tout cas, dans notre culture occidentale, il y a peut-être des traditions où c'est moins important, où on a plus tendance à tasser l'ego, mais il reste que laisser sa trace, ça semble être une motivation importante de plusieurs personnes, il me semble. Et en voilà des traces laissées. Il y aura peut-être certains qui y aspireront, même, c'est peut-être une source d'aspiration. Oui, exactement. Donc, je ne sais pas au complet comment... Je sais que là, on va dévoiler 8 personnalités dans un premier temps et ça va se faire à la même journée que l'Ordre des Bleuets. Ça va se faire dans l'après-midi. Donc, que le parvis des Bleuets étoilés à Dolbeau-Mistassini, lui, c'est 8 personnalités que l'on va commencer avec ces 8-là. J'ai déjà dit aussi, je crois, Jules, il faut faire le choix d'avoir une histoire, il faut faire le choix d'avoir une culture. Ce choix-là, c'est de faire le choix de poser les actions qui vont mener à la construction des dites choses que j'ai mentionnées. OK. Donc, c'est aussi une bonne chose. On invite naturellement les gens, non pas juste à aller se rendre sur place, mais à voir exactement au niveau du parvis des Bleuets, ça va se faire donc le 2 de juin. Ça va être l'inauguration à ce moment-là. Écoute, toujours dans le domaine régional, mais là, on va aller peut-être faire un tour un peu plus à Saguenay. On a un investissement majeur en transport en commun qui a été annoncé pour Ville-Saguenay, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral et au niveau du gouvernement provincial et naturellement de la Société de transport de Saguenay et de la Ville de Saguenay. On devrait investir, je pense, de l'ordre de 52 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Tu vois ça comment, toi? Bien, c'est beaucoup d'argent au moment où, je dirais, il n'y a pas beaucoup de transport en commun ailleurs qu'à Saguenay. OK. Donc, il y a beaucoup de laissés pour compte dans la région
en lien avec le transport en commun. On sait que les habitudes des gens, ils doivent être pour quelque chose. La réalité du milieu aussi. La réalité du milieu, on la contrôle peut-être pas, mais s'il n'y a pas d'offre de service, les habitudes sont renforcées, les habitudes d'automobile individuelle, etc. Donc, ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir du développement ailleurs qu'en région. C'est sûr que le transport à Saguenay, pour l'avoir emprunté, c'est pas le meilleur du Québec, donc ça va leur faire du bien. C'est pas de la faute nécessairement des humains, mais des conditions qu'ils ont pour développer ce transport en commun-là. J'ai rien à dire contre le transport en commun à Saguenay, mais il reste que une ville de région ne peut pas avoir le même service qu'à Montréal. Non, oui. Il est certain. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est encore néant. Donc, ça aurait pu être intéressant aussi d'investir dans ces milieux-là pour qu'il y ait moins que néant. Tu m'amènes à dire qu'à regarder, je parle ici de Transport Maria, OK, où là, fort probablement qu'il peut y avoir des sommes qui avaient été accordées dans le dernier budget qui peuvent venir, entre autres, aider, si on a la formule du taxibus. Je sais qu'on veut mettre de l'avant un projet intermunicipal aussi, et même inter-MRC au niveau du transport en commun. Ça fait partie de projets que l'on veut mettre de l'avant. L'enjeu de ces projets-là, c'est souvent la rétention du projet dans le milieu, c'est son enracinement. Est-ce que les gens vont adopter et adopter durablement le service? Okay. C'est souvent ce qui est plus difficile. En tout cas, pour l'investissement dans le transport en commun Chicoutimi, je pense que le premier ministre avait entre autres déclaré que oui, c'est une question économique, mais c'est une question aussi de mieux-être. Le mieux-être collectif étant entendu, parce qu'effectivement, si tu utilises le transport en commun dans des conditions qui te permettent de dire que c'est aussi agréable que si j'étais dans ma voiture personnelle, on vient, oui, de contribuer économiquement à l'instauration d'un service qui est utile pour tout le monde et que tu peux entreprendre. Alors, c'est donc un investissement qui devrait être salutaire, tant pour la population. Ce que j'ai dit, toutefois, ça s'inscrit dans un certain paradigme qui est de développer au plus d'endroits possible un service au lieu de finir le travail complètement à un certain endroit, puis passer au suivant pour recommencer la marche. Okay. Donc, dans ce sens-là, investir à Chicoutimi, où il y a déjà une infrastructure, pour la rendre meilleure, c'est un autre paradigme très valable d'investissement. Et à ce moment-là, on a juste à souhaiter qu'après, on puisse passer au suivant et développer ailleurs. Et venir nous voir aussi de temps en temps. Tout à fait. Ça va peut-être les inciter à le faire davantage. Sur la scène provinciale et fédérale, il y a une nouvelle, entre autres, qui depuis 2 ou 3 jours ne lâche pas, comme on dit. Le journaliste et commentateur politique Vincent Marissal, qui travaillait à la presse, a annoncé donc sa candidature il sera candidat de Québec solidaire dans la même circonscription que le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. T'interprètes ça comment, toi? Ça t'a dit quoi par rapport à cette campagne électorale qui s'amorce plus de 30 jours à l'avance? Oui, on a eu dans la région, lors de la dernière élection provinciale, un chef de parti qui affrontait également un candidat d'un autre parti. Mais à ce moment-là, on avait affaire à une bonne vieille rivalité PLQ-PQ. Là, ici, on a 2 partis souverainistes, 2 partis qui, bon, si aux dernières nouvelles, le Parti québécois est encore de centre-gauche, 2 partis qui sont plus à gauche. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'entre-déchirer un petit peu? Donc, dans la gauche québécoise, dans le mouvement souverainiste, il y a une opposition qui peut décourager des gens aussi de la politique. C'est pas nécessairement bon, à mon sens, qu'on ait autant de déchirement, surtout là, je parle en terrain neutre, mais si le mouvement souverainiste veut faire avancer ses idées, mais qui est constamment en train de se déchirer à l'interne, il ne me semble pas que c'est une stratégie très cohérente. OK. Donc, pour toi, c'est le fait d'aller, parce que c'est quand même une personnalité, Vincent Marissal est quand même une personnalité bien connue, peut-être plus naturellement, comme il était journaliste à la presse dans la région de Montréal, mais c'est dans la région de Montréal aussi qu'il se présente. Donc, pour toi, c'est une lutte intestine entre souverainistes au départ? Dans le sens où c'est dans 2 partis souverainistes et c'est 2 partis plus à gauche. OK. Ah oui. Alors, est-ce que ça peut donner la chance à d'autres de passer, ça? Oui, c'est certain qu'on peut dire ça.
On ne connaît pas, naturellement, les gens qui vont être et au Parti libéral ni au Parti de la CAQ à ce moment-ci. Le fait que depuis 3 ou 4 jours, effectivement, on ne parle que de cela au niveau de la politique provinciale. Est-ce que ça t'amène-tu à te questionner sur l'importance des individus au niveau politique ou est-ce que encore c'est les idées qui doivent tenir? Oui, c'est ça que je voulais amener, justement. Individu versus idée. À ce moment-là, on voit qu'on est plus intéressé à faire pousser notre parti dans l'espoir de faire des gains plutôt que de se rapprocher d'autres personnes pour faire avancer des idées qu'on pourrait partager. Des idées, ça se partage. Les idées, ça peut se partager facilement. On peut réussir. Et le pouvoir, lui, se partage plus difficilement. Donc, c'est là qu'à dire que moi, ce que je trouve, c'est qu'on en a fait quand même c'est sûr qu'on est dans la région de Montréal, là, tu me diras, les médias d'information sont plus présents puis ils sont plus là. Mais on a fait de l'arrivée de Vincent Marissal comme si c'était un candidat qui se présentait comme premier ministre du Québec, quelque part. Je pense qu'on a effectivement monté beaucoup. Et en épingle. On a fait mousser tout ça. Oui, on est bon au Québec pour ça. Oui, il y a ça. On est très bon pour ce phénomène-là. Et on contribue dans ce sens-là à faire en sorte que le débat politique soit un débat de personnalité avant d'être un débat d'idées. Moi, c'est ce que je déplore. Je te dis pas que c'est pas bien, une personne, je dis pas que Vincent Marissal est quelqu'un de mauvais, là, c'est pas dans ce sens-là que je l'amène. Non, c'est pas une attaque personnelle. Mais tu comprends que l'on puisse être... On oublie trop facilement à ce moment-là que la politique, c'est pas juste une question d'un individu qui peut avoir toutes les bonnes qualités du monde, c'est aussi un individu qui peut avoir qui a des idées à proposer pour amener notre société à être dans un mieux-être, à être plus riche collectivement, ces choses-là. Ça nous fait nous poser des questions sur la façon que l'appareil politique fonctionne au Québec. Oui. Et je parle d'appareil au sens des partis, quelles personnes réussissent à y arriver, à percer, à devenir candidat et après à s'inscrire dans des luttes du genre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a ce genre de dynamique-là? La question reste en suspens, je crois. OK. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'aux États-Unis, la façon dont se mènent les campagnes électorales en ce qui regarde, entre autres, le poste de président là, ou de présidente, mais ça, on n'en a pas eu encore aux États-Unis. Pour le poste de président, il ne faut pas oublier que là, la personnalité devient beaucoup plus forte à cause justement du système qu'on élit une personne à la présidence et pas nécessairement un parti à la présidence. OK? Là, je comprends qu'il puisse y avoir davantage de discours à caractère sur les qualités personnelles de quelqu'un. Il restera toujours que, regarde, la dernière campagne électorale aux États-Unis, entre moi et toi, là, c'est pas là que l'on a vu la meilleure façon de faire de la politique que de voir évidemment pas. Toute cette campagne-là. OK, donc, M. Marissal, nous lui souhaitons bonne chance, de même qu'à M. Jean-François Lisée, qui est du Parti québécois, c'est dans Hochelaga, qui vont être, non pas en compétition, mais qu'ils vont vouloir obtenir les faveurs de l'électorat. Est-ce que Jean-François Lisée demeurera dans Hochelaga? On va voir. Ça peut peut-être changer aussi. C'est peut-être un autre phénomène qui peut se produire. Je pense qu'il y a, de la part de Québec solidaire, on sait qu'il y a eu des efforts de rapprochement entre le PQ et Québec solidaire l'année dernière, où on a essayé de dire, écoutez, ce serait peut-être bon qu'on essaye de fusionner pour qu'on puisse être capable de présenter. Au contraire de la tendance qu'on décrivait tout à l'heure. Oui, c'est ça. OK. Bon, on sait que Québec solidaire avait dit oui et il a dit non à la même affaire, et c'est peut-être un suivi, comme tu disais tout à l'heure, de ces actions-là. C'est à vérifier.
Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu 3 belles filles qui parlent français aussi. Alors non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah ouais, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand tu essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom. Pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement... C'est une agression sexuelle. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Alors, Jean-René, sur un autre sujet, on sait que Walmart a congédié dernièrement des personnes qui étaient à son emploi, mais qui avaient une déficience. Est-ce que, premièrement, tu as entendu parler de cette décision? Oui, ça a fait beaucoup parler. Entre autres, grâce à Charles Lafortune qui a amplifié l'événement, il a retransmis son mécontentement assez fort envers l'entreprise. Donc, Walmart a enlevé un programme qui ne leur satisfaisait pas, il semble. Donc, rendu là, on a comme un peu... on a touché des personnes vulnérables et les Québécois n'aiment pas ça. C'est une bonne chose qu'on ait la valeur de protéger les gens qui sont peut-être plus à risque d'être affectés du fait de certains handicaps ou quoi que ce soit. C'est certainement une question sensible. Oui. Mais on voit certainement qu'au Québec, on a une virulence face à ces nouvelles-là. On a une capacité de réaction. Mais d'action, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu des solutions? Non, mais on voit à coup de grands multiples des publications Facebook qui ne déragent pas de la situation. Est-ce qu'on chiale trop? Est-ce qu'on... il faut peut-être s'interroger, il faut peut-être raffiner notre pensée par rapport à ça, communiquer de façon, non pas à engueuler peut-être l'entreprise, mais peut-être de façon à construire davantage quelque chose de mieux, d'empêcher des choses de se produire. Je ne sais pas comment est-ce que exactement quelles étaient les ententes et la politique exacte de Walmart à cet effet-là, mais je te rappellerai qu'au Québec, on a, avec l'Office des personnes handicapées du Québec, on a des programmes d'aide à l'intégration en emploi de personnes ayant une déficience de toutes sortes, elle peut être physique, elle peut être intellectuelle, pour pouvoir réintégrer le marché du travail. Donc, on aide financièrement des employeurs pour les subventionner sur le manque de productivité qui pourrait être occasionné par la déficience de quelqu'un. Et je ne sais pas là, si il y avait ce genre de programme-là chez Walmart, mais ce que je vais amener là-dessus, c'est que des entreprises qui font affaire avec des personnes qui ont une déficience, il y a oui un programme d'aide qui peut leur amener, mais il y a surtout une forme de reconnaissance de la part de ces personnes-là à travailler. Oui. Et ce qu'ils obtiennent par leur travail, c'est beaucoup plus que de l'estime de soi. C'est de pouvoir démontrer à l'ensemble de la collectivité qu'ils sont capables de faire des choses. J'amènerai quand j'ai déjà, dans une vie antérieure, été conseillant en main-d'œuvre auprès justement de ces personnes-là. Et il y avait des entreprises qui embauchaient des personnes que, dans le temps, on recevait
et ordinateurs et tout ça, sur des claviers. On recevait une multitude d'informations dans un type d'entreprise. Et pour pouvoir faire en sorte, il fallait absolument que tu sois concentré sur la réception de l'information pour pouvoir la transmettre à d'autres. Et on avait embauché, dans ces départements-là, on embauchait des personnes ayant des problèmes auditifs. Pourquoi? Parce que, il ne pouvait pas déranger la personne qui travaillait à côté, OK? Elle ne l'entendait pas. De deux, le bruit qu'occasionnaient les machines, il ne l'entendait pas, donc il pouvait se concentrer sur, je vais dire un écran d'ordinateur, là, mais je veux dire, il pouvait se concentrer ça devenait une sur force. oui, donc on utilisait la problématique de la déficience à une productivité beaucoup plus grande. Oui, et c'était une façon d'intégrer. Et j'ai vu aussi dans plusieurs endroits, surtout sur du travail à caractère répétitif. Tu sais, on a eu bien ça, là, de toujours mettre le bouchon sur la cruche. C'est ça la réelle intégration. Exactement. C'est profiter des caractéristiques de la personne. Alors, c'est pour ça que est-ce qu'on voit des basketteurs nains, par exemple? Oui. C'est pour ça que quand on voit une entreprise comme Walmart, là, c'est quand même pas la dernière entreprise non plus au monde, là, qui met un peu de côté ce service offert par des gens ayant des déficiences, et quand on sait la façon dont on peut réussir à obtenir encore de meilleure productivité en utilisant la force que représente la déficience. C'est dommage, Walmart. Et ça donne l'impression, encore une fois, que ce genre de géant-là n'est pas sensible à d'autres impératifs que l'économie. Et l'appât du gain. Et l'appât du gain, voilà. C'est ça, l'appât du gain à ce moment. C'est une perception qui est déjà très répandue. Oui. En tout cas, c'est à espérer. Je sais qu'on a voulu à un moment donné partir des mouvements, pas de boycott, là, mais qui ne fonctionnent pas vraiment. Ouais, l'ampleur de Walmart dans la région, où il n'y a pas 56 000 concurrents, où ils sont parfois les seuls pourvoyeurs décents de certains c'est pour produits. Ça que... Et ça, ce genre... Mais le fait que ça a été public, au moins, ça permet de se dire ce qu'on s'est dit tout à l'heure, là, à l'effet que on ne sait pas exactement quel a été le véritable motif. Et boycotter, c'est rompre le lien, c'est rompre les discussions, c'est rompre la négociation, c'est ne plus avoir affaire. Est-ce qu'en n'ayant plus affaire avec quelqu'un, est-ce qu'on va l'inciter à changer? C'est sûr qu'on lui amène moins d'argent, mais l'ampleur possible d'un tel boycott fait en sorte que, finalement, quel genre d'impact ça peut avoir. Exact. Et c'est un peu ce que ça disait aussi. Hey Radio-Canada vient de mettre à sa tête comme PDG Mme Catherine Tate, la première femme donc à occuper ce poste. On faisait un parallèle aussi avec le fait que la GRC a maintenant à sa tête une femme également. Oui, t'as raison. C'est de bonnes nouvelles, ça. Oui. Est-ce qu'il s'opère un rattrapage de l'égalité aux postes de la fonction au fédéral? Peut-être. Et peut-être aussi qu'au moins on a une sensibilité à faire en sorte que... Je sais qu'au niveau strictement politique et au niveau des partis politiques actuellement, que tu sois au niveau du Parti libéral, de la CAQ ou du Parti québécois, puis même aussi au niveau de Québec solidaire, il y a des préoccupations à faire en sorte que à la prochaine élection, on puisse mettre en place des candidatures féminines pour se présenter, donc, sous la bannière des partis-là. Et il y a des actions vraiment qui sont faites pour favoriser, entre autres au Parti québécois, on vous aimerait bien 50-50. Tu sais, 50% des candidats qui sont là, Il y a toujours l'éternelle question de « faut pas forcer la donne ». Exact. Il faut que ça s'opère sur les gens qui offrent une résistance indue à ce genre de percée des femmes, parce qu'on n'est pas dans une société matriarcale par définition, ni par histoire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de résistance si on veut devenir une société plus féministe, qui, je rappelle, le féminisme prône l'égalité entre les genres.
Mais forcer la donne me semble être fausser complètement la marche à suivre. Si un comité se forme et il y a seulement des hommes intéressés, ben, c'est un fait. Peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait juste ces gens-là. Et forcer pour avoir des femmes, bien, rendu là, jusqu'où c'est fausser la donne? Il ne faut pas mettre quelqu'un qui ne serait pas intéressé du tout. Laissons-la aller à s'impliquer ailleurs où est-ce que serait vraiment véritablement intéressé. À mon sens, la véritable égalité, c'est quand tout le monde va avoir des chances égales et non qu'on va forcer les gens à occuper des postes. Donc, Mme Catherine Tate, à la tête de Radio-Canada, c'est une nouvelle qui est la bienvenue. Il s'agit maintenant de voir, on nous dit qu'elle a plus que les qualités requises. Je pense qu'elle était productrice. Sûrement que si elle s'est rendue là, c'est qu'il y a des résistances qui se sont abattues. Et c'est ça la véritable bonne nouvelle, c'est que le système l'a fait en sorte qu'elle soit rendue là. OK. Alors, c'est tant mieux. Et soulignons sa certaine compétence, dont on ne doutera pas puisqu'elle est rendue là. Chez nous, ici, c'est quasiment... c'est fait, là. La directrice est une femme, la directrice à la production est une femme. On n'a pas de problème, nous, ici. On a tout accepté ces éléments-là. Alors voilà, c'est fait pour TVLDM9, voilà. Qui va changer son nom bientôt, là, d'ailleurs. Est-ce qu'on va rajouter un E? Hey, on a dit aussi cette semaine au niveau de... je regarde que nous sommes, oui, encore le temps, on a certainement le temps de discuter d'une entente de principe possible à l'ALENA. La fameuse ALENA. Oui, donc le fameux libre-échange Canada, États-Unis et Mexique, où on pourrait avoir une entente sur 7 des 30 chapitres qui vont faire partie de l'ALENA. Tu as eu vent de cela, toi aussi, tu as pu voir et lire quelque chose là-dessus cette semaine. Ça t'a dit quoi? T'es-tu optimiste? Ou, Je sais que le sommet des Amériques approche également. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un moyen de faire une belle annonce? Nous nous entendons, tout va bien, mais on voit que l'administration Trump se garde peut-être de l'espace pour négocier encore. C'est 7 sur 30. Bon, souvent, ces genres d'accords-là comportent énormément de chapitres qui sont dans le détail. Exact. Mais est-ce qu'on ne veut pas garder des points de négociation? 7 sur 30, il me semble qu'il y a encore de l'espace pour... et non seulement... il y a pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce que l'on indique, c'est qu'on a aussi sur l'entente de principe, donc, devrait faire en sorte qu'elle n'aura pas, on n'aura pas d'entente sur, effectivement, l'ensemble de tous les points qui sont dessus. Et ça peut être très, très long. Hey, on me fait signe qu'il va falloir qu'on arrête. Eh oui. Tout ça, c'est que tu veux, je te dis... C'est très agréable, je l'ai encore. Ouais, on avait encore... j'aurais bien aimé qu'on discute... on pourrait discuter toute l'après-midi. Les 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. On va se le garder pour la semaine prochaine. Grand personnage. Alors, au plaisir de se revoir donc la semaine prochaine à l'émission Qu'en pensez-vous? Peut-être que nous aurons aussi le retour de Pierre. Souhaitons-le.